Bonjour. Excellent. Alors, merci de me recevoir ici aujourd'hui. Ça me fait grand plaisir de vous présenter ce qui se passe un peu chez nous. Et avant de rentrer trop dans le détail, je vais vous présenter qui est CAE. Et pour ça, je vais vous montrer un court vidéo corporatif qui explique un peu l'entreprise et ce qu'elle est devenue au niveau mondial. Donc, on va regarder un court vidéo. Alors voilà. Ce vidéo est déjà un peu à mettre à jour parce que je lisais 8000 employés et on est rendu près de 9000 déjà depuis la création du vidéo. Donc, on a une grande croissance et gérer la croissance, peut-être que c'est une problématique chez vous, mais chez nous, effectivement aussi, c'est quelque chose qui est un enjeu quotidien. Alors, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, CAE est un chef de file mondial dans 3 domaines. Dans le domaine de la formation, dans 3 domaines, l'aviation civile, l'aviation commerciale et le domaine de la santé. On a célébré notre 70e anniversaire l'année dernière. Donc, on est une compagnie qui est établie sur Côte-de-Liesse, tout près de l'aéroport, pour ceux qui sont familiers avec le coin, et à Montréal. Et dans le fond, c'est une équipe de maintenance interne syndiquée qui s'occupe du campus d'1 million de pieds carrés qui est situé sur Côte-de-Liesse. Donc, c'est une équipe avec des gens qui sont là depuis longtemps, qui connaissent bien les différentes installations. Et aujourd'hui, dans le fond, je vais vous parler de ce bâtiment-là, qui est notre campus à Montréal. Ce campus-là est le lieu de travail pour environ 4000 employés qui travaillent sur Côte-de-Liesse. C'est la maison mère de CAE, donc on est une compagnie québécoise dont le siège social est situé à Montréal. Et c'est un bâtiment qui a eu 16 phases d'expansion, 16 agrandissements depuis 1953. Et pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en immeuble, vous doutez que quand tu as agrandi 16 fois, bien évidemment, tu as les vestiges de toutes les époques de construction, l'amiante, les tuyaux, fonte, etc., les boilers et tout ce que vous pouvez vous imaginer dans ce type de bâtiment. Donc, on est fort en raboutage. Probablement que vous aussi.
Dans notre campus, on a développé même un système de grille de localisation. Donc, les gars qui connaissent la construction, ils savent les époques des expansions. Donc, ils disent, OK, je suis dans la phase 10 au 5e étage, moi, je suis dans la phase 8 au 2e étage, je suis au 2B26, je suis au 2K14. Puis, on s'est développé tout un langage juste pour essayer de se repérer dans notre campus parce que c'est très difficile. Au niveau de l'infrastructure, on avait 161 unités de toit. Okay, sur le bâtiment, et de ce qu'on appelle des roof units. Et quand je parle d'équipe de maintenance, c'est une équipe de maintenance diversifiée en termes de corps de métier, probablement comme ce que vous avez chez vous. Donc, on a des plombiers, on a des électriciens, des électromécaniciens, des menuisiers, des frigoristes. Et c'est un département qui a probablement été coupé de moitié dans les 15 dernières années. Okay? Donc, aujourd'hui, on est une équipe d'une trentaine de gars de maintenance. Il y a 15 ans, c'était autour de 60. Okay? Dans un contexte où on demande toujours plus, dans le contexte où le client est très demandant, dans le contexte où le bâtiment a continué d'agrandir. Donc, de très gros défis pour nous. Aujourd'hui, j'avais envie de vous raconter notre histoire. On a réussi à se réinventer. On a réussi à faire rayonner le département de maintenance. On a réussi à se rapprocher des finances. Okay? On est passé d'un problème qu'on cherchait à sous-traiter puis à se débarrasser, à devenir une solution. Puis même aujourd'hui, dans les projets dans lesquels on est impliqué, on devient un élément qui permet de différencier CAE, notamment dans les nouveaux aménagements de bureaux sur lesquels on travaille. Puis là, vous allez dire, c'est quoi le rapport entre l'équipe de maintenance et les aménagements de bureaux? Mais vous allez comprendre que dans notre campus, il y a 3000 personnes de bureaux. Okay? Fait que, oui, on fait un peu comme vous de l'usine. On a une usine qui est assez grosse. Vous avez vu les simulateurs de vol. On les fabrique sur Côte-de-Liesse. Donc, on a une machine shop, on a du pliage de métal, etc., des paint shops, du plaquage. On a plusieurs opérations que vous allez retrouver dans vos usines. Mais il y a une grosse partie de ce qu'on fait, nous, c'est du service client. C'est de la modification, c'est de l'adaptation à l'environnement pour supporter la croissance. Donc, moi, je veux aussi vous parler aujourd'hui comment l'énergie a été un levier pour adresser des besoins de maintien d'actifs, des besoins grandissants en maintenance. Chez vous aussi, vous avez toutes sortes d'équipements qui consomment de l'énergie et dans le fond, ils ont besoin de maintien d'actifs, mais c'est difficile à faire financer. Okay? Puis, je pense que comme je m'adresse à des gens de maintenance, là, quand je vais vous parler de raboutage, je suis certain que vous connaissez ça. Donc, grosso modo, on va commencer à parler comment on fait quand on est un département de maintenance, on a des problèmes de maintien d'actifs et puis on a besoin d'argent, mais finance n'a pas de budget. Okay? Ça, j'imagine que vous ne viviez pas ça chez vous. Mais chez nous, c'était le cas. Okay? On se fait dire, dans le fond, quand on demande de l'argent, la maintenance, ce n'est pas la première priorité. Okay? La maintenance est perçue comme une dépense. On compétitionne lorsqu'on présente des projets, on veut remplacer des équipements, on compétitionne contre des projets de recherche et développement, contre des projets de nouvelles gammes de produits, contre des projets d'expansion du portfolio. Et donc, c'est un domaine qui est rarement jugé prioritaire. Est-ce que vous vivez ça chez vous? Oui. Comment qu'on peut changer cette perception-là? Bien, moi, je me suis posé la question, et c'est ça sur quoi j'ai travaillé depuis 7 ans chez CAE. Donc, quand on présente des projets, je ne sais pas si une grosse partie d'entre vous qui gèrent les projets, mais je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises où l'ingénierie et maintenance sont ultimement relèvent du même directeur ingénierie-maintenance. Et souvent, lorsqu'on présente ces projets, on sait comment calculer nos retours sur investissement. Vous avez sûrement vos formules pour calculer le taux de rendement interne ou la période de recouvrement de l'investissement. Donc, on utilise des KPI classiques. Mais là, aujourd'hui, moi, je vous invite à commencer à parler de performance énergétique. On a parlé ce matin, M. Coulombe en a parlé des KPI, on a benchmarké sur les KPI de maintenance. Mais au niveau des projets, lorsqu'on présente des projets à la haute direction, c'est important d'avoir le bon langage. Puis comme le disait M. Coulombe, c'est important de se mesurer. Okay? Ce qu'on ne mesure pas, on ne peut pas l'améliorer. Donc moi,
ce que j'ai commencé à faire dans les projets, c'est que typiquement, on mettait les coûts, par exemple, on veut remplacer le tel chiller, et là, on calculait le retour sur investissement avec l'énergie qu'on sauvait, etc. Et là, on a commencé à essayer de calculer les coûts évités, les coûts d'entretien qu'on évitait, les coûts des pièces de rechange qu'on aurait pu, les coûts de main-d'œuvre, et commencer à parler de performance financière plutôt que juste de performance énergétique. OK? Et quand on commence à parler de performance financière, on s'en va avec notre business case aux finances. Et je ne sais pas s'il y en a qui se reconnaissent, mais il y a 3-4 personnes des finances qui nous regardent avec ils ont d'autres choses à faire. En fait, ils ne nous regardent pas, ils regardent sur leur téléphone. Et puis là, moi, je me présente en 2012 et je dis, écoutez, je pense qu'on devrait investir dans notre infrastructure de bâtiment, dans ce qui consomme de l'énergie, puis baisser notre facture énergétique. Ils m'ont dit, ouais, ils m'ont laissé parler. Puis après ça, ils m'ont dit, tu sais, David, investir dans l'air climatisé, c'est pas très, très sexy. Ouais. Puis après ça, ils ont dit, nous autres, tu sais, on a une enveloppe capitale limitée. Avant d'investir dans l'air climatisé, on veut augmenter la business à Tokyo, on veut ouvrir un nouveau centre de formation à Tokyo, on a des projets de recherche et développement. Donc, c'était pas très attrayant ton projet. Puis à l'époque, je suivais des cours au HEC. Là, puis cette session-là, je me souviens, je faisais un cours de finance, fait que j'étais comme un peu... je baignais dans ce jargon. Et puis, j'ai rouspété, en fait. J'ai été un peu fin finaux. J'ai dit, écoutez, vos projets d'expansion à Tokyo, vos projets de recherche et développement, c'est pas des projets qui réduisent... c'est pas des projets qui réduisent les coûts. Donc, ce n'est pas des projets qui vont améliorer la profitabilité, c'est des projets qui augmentent les dépenses. Alors que moi, ce que je vous propose, c'est un projet qui réduit les coûts. Donc, c'est un projet qui va augmenter la profitabilité. Et là, ils m'ont regardé en voulant dire d'où ce qui sort, lui, là. Et en fait, quand vous y pensez 2 secondes, quand on dit qu'on va faire un nouveau projet d'expansion à Tokyo ou qu'on va essayer une nouvelle génération de produits, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de dépenser de l'argent dans l'idée qu'il va y avoir des clients qui vont augmenter le revenu, OK, plus grand que les dépenses qui ont augmenté et peut-être augmenter la profitabilité. On est d'accord? Je n'ai pas besoin d'élaborer plus. Mais lorsqu'on parle de réduire nos coûts, réduire notre gaspillage, réduire notre énergie, réduire nos besoins de main-d'œuvre, on se trouve à réduire nos coûts. Fait qu'automatiquement, avec le même niveau de revenu, on baisse nos coûts. Qu'est-ce qui arrive? La profitabilité augmente. Et dans le cas du projet que j'ai présenté, les réductions étaient garanties. Étaient garanties par une firme qui me garantissait la performance, puis j'y reviendrai un peu plus tard. Mais essentiellement, on a commencé à parler d'augmenter la profitabilité et pas juste de parler de maintien d'actifs. Et ça, c'est fondamental. Donc, quand les économies sont garanties, le projet il est beaucoup moins risqué. Chez nous, le toit ressemblait à ça. Donc, tous les picots rouges étaient des unités de toit. Et on a remplacé ça par... il y en avait 161. On avait un gars à temps plein qui allait changer des filtres. On avait un frigoriste quasiment à temps plein qui réparait des fuites de fréon. Puis, il y avait au moins 500 compresseurs sur le toit. Là. Chacun des petits carrés rouges, il y avait 1, 2, 3, 4 compresseurs. Okay? La plupart au R22, ceux qui connaissent... le domaine. On avait 90 de nos équipements étaient plus de 15 ans. Okay? On avait même un vieux chiller Dunham Bush là, qui avait 40 ans d'âge. On appelait chez le fournisseur pour avoir des pièces pour toutes sortes de machines, puis ils nous disaient, voyons donc, ça se peut pas que vous ayez encore ça. Puis, on les avait encore, ces machines-là. Puis, toutes ces machines-là étaient mal coordonnées. Il y avait des combats chaud-froid. À chaque fois qu'on voulait changer un compresseur sur le toit, il fallait appeler les manutentionnaires. Ça pesait 300 livres. Les gars n'étaient pas capables de pousser le moteur. Ça prenait la grue. Puis quand vous voulez lever une grue près de l'aéroport, levez-vous de bonne heure, là, parce que c'est vraiment très difficile. Bref, c'était vraiment pas une partie de plaisir à gérer. Puis quand il y a des fuites de fréon, là, il fallait faire des rapports environnementaux, il fallait faire remplir, je ne sais pas si vous connaissez, mais on remplit de nitro, on essaie de trouver la fuite. Aussitôt qu'on a trouvé la fuite, il faut avoir la pièce pour corriger la fuite. Après ça, on fait le vacuum pendant 24 heures, on recharge de fréon. Puis ça, c'est quand on a la pièce. Là.
Mais souvent, on n'avait pas la pièce. Fait que là, il fallait que j'aille voir le directeur de l'étage où il faisait 86 pour dire ben, ça va être encore une semaine parce qu'on n'a pas le compresseur en sac, etc. Donc, c'était quelque chose qui était très douloureux. Okay? L'autre point que je veux parler, c'est la vitesse. Quand on est dans un mode d'urgence, on ne prend pas le temps de s'arrêter. Donc, on ne prend pas le temps d'analyser. L'unité de toit est remplacée, il faut la remplacer, go, 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 là, c'est urgent, là, le directeur est tanné, il faut le faire. Puis quand on ne fait pas d'analyse, bien, on rentre encore dans notre vieux réflexe de raboutage. Et ce qu'on a essayé de faire chez nous, c'est de se trouver des façons de sortir de ce cercle vicieux-là. Donc, essayer de repenser nos systèmes, prendre le temps de valider c'est quoi notre réel potentiel, qu'est-ce qui consomme, où vont nos dépenses, où va notre énergie. Et même se servir de notre CMMS, on a parlé tantôt, Maximo, SAP, il y a peut-être des données là-dedans qui valent la peine d'être analysées. Dans nos usines, typiquement, on prend le temps d'analyser la production, on fait du Six Sigma, on fait du Lean, on travaille fort pour notre production, mais rarement on se questionne sur nos infrastructures. Or, nos infrastructures font partie également de nos usines et une partie de nos consommations, une partie de notre énergie et donc une partie de nos profits fait partie de ces infrastructures-là. Et des fois, ça vaut la peine de prendre le temps de regarder qu'est-ce qui tourne. Sont où mes moteurs? Sont où mes charges motrices? Puis, qu'est-ce que je peux faire dans une idée qu'on peut repenser nos systèmes? Il y a plusieurs façons de faire pour repenser nos systèmes. Chez nous, on a accepté d'être challengés. Chez nous, on a accepté qu'on ne connaissait pas tout à l'interne. On a pris une firme externe qui sont venus complémenter les connaissances qu'on avait. Donc, on connaît bien nos opérations, on connaît bien nos infrastructures, on connaît nos problèmes, mais on ne connaît pas toujours les tendances sur le marché, les nouveautés, l'innovation, etc., et les meilleures pratiques partout. Donc, nous, on avait une grosse équipe à l'interne, je vous en ai parlé, et en fait, en acceptant d'être challengé, il y a eu des nouvelles idées. Puis à peu près comme vous autres, on avait déjà fait des low-hanging fruit. On avait déjà remplacé des lumières au Dell, on avait déjà remplacé le plus gros chiller qui consommait plus, etc. Donc les low-hanging fruit, c'est fini, il n'y en a plus. Mais là, on était à un point où il faut se réinventer. Il faut commencer à penser et faire de l'innovation. Donc, puis chez nous, les problèmes étaient si nombreux qu'on ne savait plus où commencer. On aurait pu faire comme on faisait avant, c'est-à-dire en remplacer un pour un, enlever un vieux rooftop, en remplacer un, celui qui crie le plus, puis le plus vieux, puis l'année d'après, en remplacer un autre. Dans le fond, attendre que ça pète. Mais encore une fois, si on faisait ça, les finances, comment ils nous auraient perçus? Encore une fois, comme une dépense. Okay? Donc, c'est cette idée-là, c'est ce cercle-là qu'on a essayé de briser. Et chez nous, on a vraiment essayé de faire une cassure pour arrêter de proposer de faire des petites affaires puis de faire pour une fois un big play. Puis là, je le sais que vous n'avez pas 161 unités de toit. C'est sûr que chez vous, vous n'avez pas quelque chose d'aussi ridicule. Mais l'idée, c'est de repenser nos paradigmes. Parce que, dans le fond, quand on commence dans notre boucle où on fait du raboutage, puis on rentre dans notre mode de j'en remplace un, des fois, on ne se permet pas ce recul-là qui peut être extrêmement payant. Donc, l'idée, c'est d'optimiser nos capacités. Là, nous, dans notre cas, on a réduit notre quantité d'unités. Ça a minimisé nos frais d'entretien. On a aussi récupéré beaucoup de chaleur. Nos simulateurs, chez nous, puis chez vous, c'est peut-être pas le cas, mais nous, dans notre procédé, ils dégagent beaucoup de chaleur. Donc, on a réussi à récupérer toute cette chaleur-là pour aller chauffer nos bureaux. Vous allez dire, c'est évident, mais ce n'était pas fait quand même. Et je suis certain qu'il y a des opportunités, peut-être pas les mêmes, mais il y a des opportunités de cette nature-là dans vos usines. Donc, les équipements, dans notre cas, c'était les équipements HVAC. C'est des équipements qui consomment de l'énergie. Chez nous, c'est ça, on les a repensés. Là, vous allez me dire, chez nous, c'est différent. Chez nous, c'est compliqué. Chez nous, là, le siège social n'est pas à Montréal, puis chez nous, ça ne marche pas de même. Chez nous aussi, c'est compliqué. On a tous un environnement dans lequel on opère. On a le focus sur notre production, on oublie de regarder autour les opportunités.
Chez nous, on fait des simulateurs d'avion, OK? Bon. Mais en général, tout le monde est convaincu que son usine est exceptionnelle. La nôtre est exceptionnelle. La vôtre est certainement tout aussi exceptionnelle. Mais l'idée, là, c'est que vous fassiez du papier, que vous fassiez pousser des légumes, que vous soyez dans l'électronique. On a tous une même réalité, c'est que à la fin de la journée, on a un contexte dans lequel on doit opérer. Donc, chez nous, vous allez dire, ouais, mais vous autres, vous êtes une entreprise multinationale, fait que vous avez des grosses enveloppes de CAPEX, fait que c'est plus facile d'avoir du budget. Mais je vous dirais que, savez-vous combien de VP on a chez C1? 38. À 38 VP, ça se bat pour le capital. Et des idées meilleures que les miennes, il y en avait une trollée. OK? Il y en a plusieurs. Oui, on a une plus grosse enveloppe peut-être que certaines entreprises, pas que toutes, mais en réalité, il y a beaucoup de monde qui en veulent une partie. Donc, ce n'est pas facile de faire le finish line, comme on dit. Et ce qui fait qu'il y a toujours plein de possibilités d'investissement. Donc, il faut prioriser. Donc, comment on fait dans un contexte où on est un superviseur de maintenance, on est pogné avec un contexte, on ne sait pas trop comment faire la finance, puis on ne sait même pas comment avoir leur attention? Chose que je vous conseille, c'est d'inclure finance très tôt dans vos processus. Dès que vous commencez à penser une idée, un business case, hey, ce serait peut-être intéressant d'évaluer telle ou telle affaire, d'impliquer quelqu'un de finance. Ça peut être juste un analyste ou quelqu'un aux finances qui va être capable de vous aider à monter le dossier. Puis quand vous allez arriver comme moi devant les finances, bien là, au moins, vous allez présenter des chiffres qui sont un peu corroborés par quelqu'un de l'équipe de finances. Je ne vous apprends rien en vous disant qu'il n'y a pas grand-chose qui se décide live dans le meeting. Okay? Donc, quand vous arrivez pour présenter votre étude ou votre proposition à la haute direction, si vous n'avez pas fait vos démarches one-on-one en essayant de bien convaincre vos gens un à la fois, probablement que vous n'aurez pas beaucoup de succès. Donc, ce qui est important, c'est vraiment d'aller voir chacun des intervenants avant le meeting pour que quand vous vous présentiez, à ce moment-là, ça se déroule plutôt rondement. Créer de la valeur, ça prend plus de temps. On doit s'arrêter. On était des gens qui couraient comme des poules pas de tête, puis des gens comme nous, il y en a tout plein. Puis des gens qui ont fait du patchage à CAE dans notre contexte, il y en a eu tout plein également. Ça prend un petit peu de chance aussi. Je pense que des projets d'envergure où on parle de redesign, des projets qui innovent, ça prend quand même un facteur chance au niveau du contexte. Mais je pense qu'il faut connaître les objectifs stratégiques de notre entreprise, savoir comment les investissements sont alloués, s'approprier le langage financier avant de présenter, puis être certain qu'on aligne nos bénéfices de projet en fonction des bénéfices de l'organisation. Puis l'idée, là, c'est de packager tout ça dans un projet d'investissement qui n'est plus un projet de maintien d'actifs. Donc, on ne s'en vient plus de dire « Ah, la toiture est finie, il faut remplacer ça, ça va coûter de temps. » On s'en vient proposer un projet performant, un projet qui vient augmenter la profitabilité de l'entreprise. Bref, on raconte une histoire gagnante. Puis là-dedans, là, quand je parle d'investissement, on peut avoir des investissements, on a aussi des économies, j'en ai parlé d'entretien, des pièces. Souvent, il y a des subventions qui sont admissibles. Des fois, on règle des problèmes d'usine, des problèmes de production. On se conforme à différentes lois. Dans notre cas, une des choses qu'on avait, c'était de se conformer à la loi sur le R22 pour le réfrigérant. Donc, on avait chez nous des unités en fin de vie utiles. On avait un problème de confort d'employés. On avait beaucoup de temps, hommes, alloués à réparer et à patcher avec la maintenance. On avait de la difficulté à trouver des pièces, difficulté à contrôler nos coûts d'énergie. On a compris la pertinence de retenir les services d'une firme externe qui nous a amené une vision globale de nos systèmes. Donc, on s'est mis dans un état d'esprit de performance énergétique puis de performance financière. Donc, ce qu'on a essayé de faire, notre approche, c'était de maximiser nos incitatifs financiers. Comment on fait pour maximiser nos subventions? Bien, chez nous, ce qu'on a fait, c'est d'avoir une approche plus intégrée et de présenter un projet d'investissement plutôt qu'un projet de maintenance. Donc, en résumé, on a pris le levier de l'énergie, puis je suis certain que c'est un gros coût dans vos organisations aussi, l'énergie, pour essayer de faire passer des projets qui n'auraient pas passé sans le levier de l'énergie.
Puis on a voulu maximiser les subventions. Donc, comme je vous l'ai dit, on est déjà allé chercher les low-hanging fruit. On a comment comprendre les programmes, comment optimiser les programmes disponibles. Donc, vous le savez, il y a des organismes Hydro-Québec, Tech, ils ont des programmes. Chez nous, je vous le dis, si on avait fait les projets avec notre équipe en interne, on n'aurait jamais maximisé les subventions. Pour toutes sortes de raisons, on ne connaissait pas les détails des programmes, l'applicabilité des programmes, si tu présentes un projet plutôt que 2 projets, des choses comme ça. Il y a plein de paramètres qu'on n'est pas familiers, nous autres, avec ces programmes-là. Mais bref, avec une firme qui baigne là-dedans tous les jours, ça nous a permis de ne pas laisser d'argent sur la table. Parce que si vous me demandez si je referais la même chose, je vous dirais assurément. Puis si on l'avait fait avec notre équipe interne, on aurait laissé de l'argent sur la table. Garanti. Puis ce qui a aussi fait pencher, ce qui a pesé dans la balance, c'est le fait que la performance financière du projet était garantie par cette firme externe. Donc, on garantissait quoi? Les économies d'énergie, les économies d'entretien et aussi les subventions. Donc, autrement dit, quand j'arrive aux finances pour présenter mon étude de cas, c'est un business case qui est garanti. Il n'y a pas de risque. Puis si la firme ne rencontre pas ces exigences, ils sont obligés de me faire un chèque et de rembourser la différence. Donc, quand on parle de garantie, puis c'est arrivé, OK? Donc, quand on parle de garantie, il faut avoir aussi un partenaire solide qui est capable de prendre ses responsabilités. Donc, on positionne notre projet comme un business case, comme un investissement. On sait que chez vous, comme chez nous, la production, c'est un revenu. La maintenance, c'est plutôt une dépense. Donc, quand on a des projets qui sont en compétition, typiquement, il va y avoir des projets de production, des projets de recherche et développement, d'expansion. Et les projets de maintien d'actifs, ça apporte plus ou moins de revenus additionnels. Et si ça ne réduit pas les frais d'exploitation, c'est très difficile d'aller chercher de l'argent pour ces projets-là. Mais quand on package ça ensemble, on ficelle bien notre cas, on est capable de générer des économies récurrentes qui ajoutent de la valeur à l'entreprise. Donc, on se permet de prendre plus de temps, on regarde l'ensemble de notre bâtiment, on analyse nos besoins présents, mais aussi nos besoins futurs. On développe une solution qui est plus intégrée, qui est plus optimisée, et on présente un projet d'investissement. Donc, en résumé, chez nous, on a enlevé 149 unités de toit. On a implanté puis on a remplacé ça par 38. On a implanté des centrales thermiques avec un réseau d'eau glycolée. On a récupéré la chaleur des simulateurs pour chauffer le bâtiment. Et on a implanté un nouveau système de contrôle centralisé qui est maintenant accessible de nos téléphones. On a réduit nos frais d'exploitation d'environ 1 million de dollars par année avec cet investissement-là. On a enlevé pratiquement tout notre réfrigérant R22. Donc, on s'est conformé à notre loi environnementale. On a un bâtiment qui est beaucoup plus simple à opérer. On a réduit nos combats chaud-froid. Les gens ne font plus juste se plaindre de l'air climatisé. Il y en a encore qui se plaignent un peu. Là. Je pense que c'est un domaine dans lequel tu ne peux pas dépasser 80 % de satisfaction. Mais quand même, OK? Juste ma femme et moi, dans l'auto, on n'a pas toujours le même niveau de confort. On a reçu au-dessus de 3 millions de subventions pour ces projets-là. Donc, quand on vous parle de montant de subventions maximisé, là, puis faire sa part, nous, dans notre cas, peut-être vous voulez faire ça en interne, c'est bien correct. Nous, je vous ai dit, on a pris une firme externe. Mais en fait, on n'a pas choisi une firme. On a invité 3 firmes à nous proposer des choses. Puis juste dans les 3 firmes qui baignent dans le même domaine qui est de l'efficacité énergétique, les montants de subventions, là, il y en a un qui nous donnait 1 million de subventions, l'autre 2 millions, puis l'autre 3 millions. Vous voyez, c'est pas facile de s'y retrouver. Fait que, si vous me dites que votre équipe interne connaît toutes les virgules des programmes pour être capable de ne pas laisser d'argent sur la table, bien, tant mieux. Chez nous, ce n'était pas le cas. Donc, nous, notre projet s'est payé en environ 7 ans. Je vous entends tout de suite. 7 ans chez nous, ça ne passe pas. Nous, c'est 2-3 ans max. Les finances, si c'est plus que 3 ans de PRI, ça ne passe pas. Rappelez-vous, je suis en train de vous parler d'un projet de maintien d'actifs. Il n'y a aucun retour. Si on ne fait pas un projet global avec une approche intégrée, c'est une dépense, là. Il n'y a aucun retour à remplacer les airs climatisés. Mais là, en prenant le pas de recul, puis en créant de la valeur, bien là, on se trouve à, oui, il y a une PRI qui est plus longue, une PRI de 7 ans, je suis d'accord, mais en réalité, ça permet de créer énormément de valeur comparé à une PRI qui est nulle, c'est-à-dire qui est infinie.
Donc, il faut arrêter de remplacer des équipements puis commencer à remplacer, c'est-à-dire à repenser nos opportunités. Et donc, moi, chez nous, ça a été une combinaison entre l'équipe interne qui connaissait vraiment bien nos opérations puis un regard externe qui a fait exploser le projet. Donc, ça, j'en ai déjà parlé. Donc, à vous de décider si vous avez besoin d'aide externe. Des fois, c'est juste important d'avoir un regard différent puis d'accepter d'être challengé. Ça peut être un petit peu insécurisant au début parce que nous, dans notre cas, on ne leur a pas dit quoi faire. On leur a dit, on veut se débarrasser de ces unités-là, on veut régler le R22, mais pour le reste, il y en a qui nous proposaient des panneaux solaires, il y en a un autre qui nous proposait de la géothermie, il y en a un autre qui nous proposait d'autres choses. Puis pour nous, ce n'était pas si important que ça. Tant qu'ils réglaient nos 2-3 problèmes, puis qu'ils rentraient dans notre retour sur investissement, ils étaient libres de nous proposer une solution. Donc, essentiellement, c'est à vous de faire l'exercice de savoir si vous avez besoin d'être challengé. Mais nous, c'est ça. C'est la combinaison vraiment entre l'équipe interne et l'équipe externe qui a fait le succès. Et comme vous allez me dire, bien, chez nous, on va déjà chercher des subventions, bien, ça revient au fait de est-ce qu'on les a vraiment maximisées. Puis ça, je vous en ai parlé. Donc, juste pour marteler là-dedans, j'ai parlé tantôt de Transition énergétique Québec. Il y a aussi Hydro-Québec Énergie aura des subventions. Il y a aussi le ministère des Finances, le programme Tarif L pour les grands consommateurs d'énergie. Donc, eux autres aussi, c'est des programmes qui sont disponibles. Et je pense qu'au Québec, présentement, le momentum n'a jamais été aussi bon en termes de possibilités de subvention. Puis rappelez-vous, un projet typiquement de maintien d'actifs, ce n'est pas subventionnable. Mais c'est lorsqu'on prend le pas de recul pour essayer de redésigner que là, on dit, OK, là, ça devient un projet innovant et là, souvent, les subventions sont admissibles. Donc, des fois, on est capable d'atteindre 2 objectifs en un. Donc, à retenir, on implique les finances tôt dans notre processus. On aligne les bénéfices stratégiques de l'organisation avec les objectifs du projet. On regarde, on prend un pas de recul, on prend une vision plus globale. On s'arrête de courir, on arrête de seulement patcher et on essaie de repenser notre approche. Et on présente un projet d'investissement plutôt qu'un projet traditionnel. Et en gros, faire ça, ça va prendre de l'effort et ce n'est pas facile. En fait, concrètement, ça veut dire que vous allez devoir continuer à patcher temporairement pendant que vous faites cette analyse-là, puis pendant que vous faites le business case. Et pour ça, ça veut dire qu'il va falloir redoubler d'efforts. Ensuite, l'autre chose que j'ai parlé beaucoup d'énergie, mais il y a une autre chose fondamentale, et je pense que vous le vivez certainement dans vos usines de plus en plus. On est en plein emploi au Québec. Présentement, le taux de chômage n'a jamais été aussi bas. Et le coût de la main-d'œuvre et devient, non seulement le coût, mais en fait la disponibilité de la main-d'œuvre devient un enjeu criant. Et donc, typiquement, lorsqu'on parle d'un projet, par exemple, je vais remplacer mon éclairage par de l'éclairage Odell, mais sur la feuille de l'ingénieur, en général, ça va être le nombre de kilowatts, de watts-d'heure de pot d'opération, puis c'est un retour sur investissement de 2 ans et demi. Mais le temps de maintenance à remplacer l'éclairage et le fait que les électriciens, les gens de maintenance sont de plus en plus difficiles à trouver dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, mais ça devient un élément non seulement financier, mais c'est un élément opérationnel vraiment important à considérer. Donc, comme je vous disais, les programmes de subvention sont plus généreux que jamais. Et donc, ça vaut la peine de regarder. Probablement qu'il y a des opportunités chez vous. Donc, le dernier point, dans le fond, c'est celui-ci, c'est que faire un projet comme ça coûte plus cher qu'un projet traditionnel. Okay? Nous, dans notre cas, ça a coûté environ 10 % plus cher. Avec une fois les subventions enlevées, ça a quand même coûté 10 % plus cher. Mais par contre, c'est un projet qui se paye tout seul. Donc, c'est un projet qui, normalement, aurait été une dépense. Là, on accepte de payer un 10 % de plus. En réalité, c'est comme 30 % de plus, mais comme avec les subventions, ça revient à 10 % de plus net. Et c'est un projet qui crée de la valeur. Donc, après quelques années, c'est quelque chose qui est payé et qui va générer de la valeur pour les 20 prochaines années pour l'entreprise. Donc, accepter de s'arrêter, accepter aussi des fois que ça vaut la peine de se battre pour aller dépenser un petit peu plus pour avoir notre vision à long terme.
En terminant, chez nous, ce projet-là a transformé littéralement notre équipe. C'est un projet qui a été mobilisateur. Ça nous a permis de rayonner. On a réussi à participer à des événements. Ma présence ici est un dividende de ce projet-là. Et ça a permis à l'équipe de se réinventer, de rayonner. Et ça a été très positif pour le côté humain dans notre entreprise. Donc, je vais arrêter ici. Et puis, merci beaucoup. Merci, M. David. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires avec la belle présentation de David? Il y a sûrement des commentaires. Ça se peut pas que vous avez toutes les infrastructures. Oui. Lève-toi, parle plus fort. On comprend bien, tu permets à climatiser les finances en premier, puis après ça, c'est réglé. Absolument. En fait, faire sa part, le point, c'est est-ce qu'il faut fermer l'air climatisé des finances pour les faire souffrir avant de faire passer le projet? Absolument. Il faut bien les traiter. Chez nous, c'est pas la même chose chez vous, mais chez nous, c'est tellement gros qu'effectivement, les gens qui vont bitcher l'air climatisé, là, c'est quasiment une religion. C'était une religion à l'époque. Le point, c'est que quand je suis arrivé vraiment pour présenter littéralement mon étude de cas, et puis je parlais aux gens de finance, mais il y avait tout dans le souvenir d'une journée où il avait fait tellement chaud, ou que lui, ça fait 2 ans qu'il a trop d'air sur la tête, etc. Donc, effectivement, le point là-dedans qu'il faut retenir, c'est il faut essayer de trouver une façon de parler un langage qu'ils vont comprendre. Donc, si je parle d'air climatisé, puis c'est flou, c'est quoi? Dans vos usines, bien, c'est peut-être les équipements, mais dites-vous, les gens d'usine, ils ont-tu vraiment marché le plancher avec vous? Ils savent-tu vraiment c'est quoi l'équipement? Peut-être ça vaut la peine de les amener. Viens avec moi sur le plancher, je vais te montrer, regarde, c'est ça qu'on veut faire, on veut remplacer ça, puis on va faire ça. Et on va repenser tout ça. Parce que souvent, nos gens de finance, en tout cas chez nous, ils ont plutôt l'habitude de rester sur leur fichier Excel puis dans leur bureau. Donc, des fois, de les sortir de cet environnement-là, c'est très positif. Puis s'ils peuvent connecter avec le projet, d'une façon ou d'une autre, c'est bon. Merci. Donc, le commentaire avec humour était excellent. Autre question, commentaire? Oui. Levez-vous et parlez fort. Je veux juste reprendre ce que tu disais au niveau de la maintenance, au niveau des finances. Moi, quand je suis arrivé dans le nouvel emploi, je suis là, les projets, c'était les ROI. Donc, c'était 2 ans. J'ai apporté la valeur actuelle nette, le fameux. Fait que justement, les retours sur l'investissement, l'argent que tu peux créer dans le futur. J'ai passé pour un extraterrestre au début quand j'ai amené ça. Quand je leur démontrais qu'au bout de 2 ans, c'est vrai qu'il n'y avait pas d'argent, mais qu'au bout de 5 ou 6 ans, je commençais à avoir des retours. Ils ont changé leur formulaire, et maintenant, c'est la valeur actuelle nette qui utilise au lieu de. Absolument, absolument, vrai, bravo, tout à fait. Puis quand on parle de changer la culture puis le contexte organisationnel, c'est un très bon exemple. Nous autres, on utilise ça, la valeur actuelle nette ou le NPV en anglais, le Net Present Value. Merci beaucoup. Merci, M. David.